Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 155, avec un nouvel invité qui dispose de multiples casquettes. La première, celle d'athlète sportif de haut niveau, à la fois à l'aise sur route, sur piste, mais également en trail. Il est également le cofondateur avec son frère Romain d'une application de coaching sportif, Run Motion Coach, que j'ai moi-même utilisé durant le confinement et qui m'a permis de battre quelques records sur 5 et 10 km. J'accueille donc aujourd'hui Guillaume Adam qui vient de sortir un livre aux éditions Le Duc, ma bible du running, du trail et du marathon. Guillaume est un coureur que l'on appelle éclectique, ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres. Il prend maintenant plaisir sur différents formats, à la fois de courtes et de très longues distances jusqu'à l'ultra trail. Il s'est classé premier français en 2019 au marathon de New York avec un chrono de 2h26 qu'il vient de tomber de plus de 3 minutes lors du marathon de Paris en avril dernier. Cette manifestation sportive fut l'occasion pour moi de le rencontrer en chair et en os. Nous avions déjà beaucoup échangé par les réseaux lors de précédents épisodes. Passionné d'écriture, Guillaume vient nous présenter aujourd'hui cet ouvrage à destination des sportifs qui regorge de conseils, d'astuces, mais aussi de son expérience en tant que sportif. Il est aujourd'hui dans cette volonté de transmettre, de partager ses connaissances. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Guillaume Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach et auteur aux éditions Le Duc de ce livre, ma bible du running, du trail et du marathon. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Guillaume, merci d'être de retour sur le podcast À côté de mes pompes. Je vais te demander comment tu vas depuis dimanche, puisque l'on s'est vu du côté de Paris à l'issue d'un marathon rondement mené. Bonjour Sébastien. Ouais, c'était très cool le marathon de Paris. Déjà de te rencontrer en vrai parce que ça fait un petit moment qu'on échange sur les réseaux, que j'écoute ton podcast. Donc c'était cool de voir que le virtuel aussi ça se concrétise dans la vraie vie. Moi j'ai fait le marathon de Paris. J'ai battu mon record de 3 minutes. Donc j'avais un record de 2h26 avant de courir ce marathon de Paris et j'ai couru en 2h23. Et j'ai vécu un beau marathon puisque j'ai réussi à faire une course qui est équilibrée. Donc 2 semi-marathons très, très équilibrés. Je suis même allé 5 secondes plus vite sur le second. Et c'était une super belle expérience dans les rues de Paris. Alors effectivement, belle rencontre à l'issue de cette course qui pour toi est l'occasion donc de descendre un record de 3 minutes sur la distance. Tu avais fait donc 2h26 du côté de New York, là 2h23. Et en aparté, c'est vrai que de pouvoir passer du virtuel au réel et d'aller à la rencontre d'invités également comme ton frère Romain, c'était aussi un beau moment de partage. On dit bien souvent que les réseaux sont vraiment le lieu du virtuel. Là, on a pu vraiment se voir, se rencontrer, échanger et il n'y a pas de barrière finalement. C'était vraiment ce côté sympathique. De ton côté, est-ce que tu as pu rencontrer des utilisateurs de votre application Run Motion? Oui, donc le jeudi, j'étais sur le salon du Run Experience. Également, je suis passé 2 heures le vendredi. Donc ça a été l'occasion de rencontrer une partie des utilisateurs de l'application. J'ai été aussi au Summit de Paris il n'y a pas longtemps. Donc ça m'a permis de rencontrer quelques utilisateurs, quelques auditeurs à côté de mes pompes. Donc j'ai rencontré Lucie notamment qui utilise aussi l'application et que tu as suivi sur le marathon. Donc ouais, c'est très cool d'avoir ces retours-là et surtout que les coureurs sont super enthousiastes par rapport à l'application. Ça fait super plaisir de voir que le travail et toute la passion qu'on met est bien accueilli par toute la communauté des coureurs. Est-ce que tu peux, Guillaume, faire un petit résumé, un petit récapitulatif de l'histoire de Run Motion pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu ton premier passage ou celui de Romain il y a quelques mois? C'est une application qui s'adresse à tous les coureurs et nous, notre volonté, c'est de développer et de démocratiser l'entraînement personnalisé pour tous, ce qui fait que tu cours le marathon en 5 heures, en 4 heures ou même en 3 heures ou même plus rapide, ça te propose un plan d'entraînement qui est personnalisé. Tu auras un contenu qui va varier en fonction de forcément ton expérience, de tes objectifs et puis aussi en fonction de tes disponibilités.
et on donne des séances d'entraînement qui sont calibrées en fonction de tes chronos passés et de tes chronos cibles, ce qui fait qu'il y a une personnalisation qui a aussi lieu au niveau des allures d'entraînement. Et puis après, en mode premium, donc il y a des fonctionnalités qui sont gratuites. En mode premium, il y a aussi, par exemple, l'export vers les montres, la préparation physique, préparation mentale. On peut aussi rajouter du vélo si on fait du trail, par exemple, ce qui fait que ça permet d'avoir un entraînement encore plus calibré et plus abouti quand on est en mode premium. Aujourd'hui, sur ce marathon de Paris, est-ce que vous avez eu la possibilité d'estimer le nombre de coureurs qui ont pris part à cette compétition dans la capitale? Donc sur les 51 000 coureurs du marathon de Paris, il y en a eu 2 000 qui sont préparés avec l'application Run Motion Coach. C'est un nombre qui double quasiment chaque année. Donc c'est signe d'un bon engouement pour l'application. Et puis donc là ce qu'on a fait, donc on a fait une bonne étude par rapport aux résultats des coureurs, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu le chrono médian sur marathon, il est de 4 heures sur le marathon de Paris, ce qui fait qu'il y a 50% des coureurs qui vont plus vite que 4 heures et 50% qui vont moins vite que 4 heures. Et nous, on a eu cette même représentation, donc le record médian, enfin le chrono médian sur le marathon de Paris entre tous les coureurs et l'utilisation de Motion Coach, il n'y a que 9 secondes d'écart, ce qui montre qu'on arrive à toucher un public qui est très large. Et c'est aussi le signe qu'on arrive à démocratiser l'entraînement pour tous, quel que soit son niveau. L'utilisateur le plus rapide de l'application Run Motion qui a pris part au marathon doit faire 2h23. Mais c'est toi finalement l'utilisateur. Donc tu es toi-même convaincu par donc ton application, mais c'est la preuve que avec les entraînements que vous proposez, les records peuvent tomber. Enfin, c'est aussi un gage de confiance pour les utilisateurs. Oui, là, c'était la première préparation que je faisais en entier sur l'application Run Motion Coach. Autant jusqu'à présent, des fois, je piochais quelques séances. Et là, depuis le mois d'août dernier, il y a aussi l'adaptation des semaines où tu peux bouger les jours d'entraînement plus facilement. Et donc, quand tu as une vie professionnelle qui est très chargée, ça peut arriver, par exemple, de vouloir bouger la séance du mardi, la mettre le mercredi, ce qui fait que c'est encore plus personnalisé. Et donc, c'est ça aussi qui m'a séduit pour cette année, pour essayer de suivre toute la préparation de l'application. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui ont l'impression de faire les mêmes séances que moi. C'est parce qu'il y a aussi des séances qui peuvent être communes aux différents programmes, aux différents utilisateurs. Notamment, il y avait des séances qu'on met quasiment pour tout le monde. C'est 2 fois 40 minutes allure marathon. Donc les allures vont forcément différer suivant les coureurs. Mais ce qui fait que c'était bien d'avoir aussi ce retour d'expérience de ma part. Et après, le chrono le plus rapide chez les filles, ça a été 3h15. Et puis les chronos les plus lents, c'était 6h11 chez les filles et 6h18 chez les hommes. Donc on arrive à toucher une large palette de coureurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces coureurs que tu as pu rencontrer sur le salon Run Experience ou à l'issue donc de ce marathon dans la zone d'arrivée? Quels étaient leurs discours? De la satisfaction, de l'émotion, de la joie? Quels sont leurs retours par rapport à leur utilisation de l'application et aux performances qu'ils ont pu ou qu'elles ont pu réaliser derrière? Dans tous les cas, Run Motion Coach, c'est un service, c'est un outil qui est utilisé par ces personnes. Donc ça vient participer, on va dire, à la réussite des objectifs. Donc nous, ça reste le coureur qui est maître de son destin. Mais ce qui est très bien sur ces salons-là, c'est qu'on rencontre aussi des utilisateurs qui nous disent avant, dans ma vie, j'avais pas forcément beaucoup de confiance en moi. Et le fait de préparer mes propres objectifs, de courir, de réussir mes propres objectifs, de faire ce premier marathon. Enfin, il n'y a pas que du marathon, mais ça peut être aussi commencer à courir, ça peut être perdre du poids. Et donc, en fait, moi, les témoignages qui sont le plus marquants pour moi, c'est que ces personnes qui nous disent ça, c'est que c'est là que la course à pied leur a permis de grandir personnellement. Et si on a pu y contribuer à notre échelle, c'est super gratifiant pour nous en tant que créateur de l'application. Là aussi, de passer sur un salon où vous allez à la rencontre de vos utilisateurs, on passe du virtuel, parce que l'application, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément toucher, à des vraies rencontres. Et ça, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, ça doit te booster, tout comme Romain, qui est aux manettes donc, de cette entreprise avec d'autres personnes, parce que vous êtes en croissance constante. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, au tout début, c'était avant tout Romain et moi, on était 2 personnes dans l'entreprise, mais aujourd'hui, heureusement, l'entreprise se développe et on est aujourd'hui 8 personnes. Il y avait notamment Mathéo qui était là sur le salon, et donc c'est bien aussi les utilisateurs sont aussi contents de voir que l'équipe grandit, qu'on arrive à toujours avoir cette passion au quotidien. Et puis donc on essaye aussi de faire des vidéos YouTube là depuis 1 an et demi, on s'est quand même bien mis. Et donc le fait de nous voir aussi régulièrement en vidéo et de nous voir en vrai, on a vu que ça avait apporté aussi
quelque chose en plus aux utilisateurs, ils avaient l'impression de plus nous connaître. Et puis là, c'était marrant sur le salon. Donc, des fois, il y a des personnes qui demandaient de prendre des selfies avec eux. Donc c'est des bons moments aussi. On voit qu'il y a de l'engouement autour de Run Motion Coach et de ce qu'on représente en général. Tu as dû ressortir gonflé de ce week-end et de cette fin de semaine parisienne, entre un salon où tu rencontres énormément de personnes, d'utilisateurs, mais peut-être l'occasion de nouer des contacts avec d'autres partenaires, derrière une course qui est rondement menée avec un chrono à la clé. Là, la récupération, elle doit être un petit peu plus facile, non? Oui et non, parce que c'est beaucoup d'énergie. Alors sur le salon, c'est surtout Romain et Mathéo qui ont mis beaucoup d'énergie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être libéré le samedi, donc je me suis concentré sur ma course. Donc moi, ça m'a pas dérangé pour ma course. Ça a pas été, j'ai vécu ça très bien le salon, on va dire. C'est pas ça qui m'a épuisé. Mais par contre, la course, j'ai quand même puisé dans mes réserves sur les 5-6 derniers kilomètres. C'était quand même dur, hein. Donc ouais, là, le lundi et le mardi, j'ai eu des bonnes courbatures. Et puis hier, finalement, 3 jours après, c'était plus d'un point de vue global, d'un point de vue général. Là, j'avais ressenti la grande fatigue. Et puis là, j'ai la chance aujourd'hui, le jeudi, pour enregistrer le podcast, d'être à nouveau en plateforme pour pouvoir répondre à ton interview. Sur la préparation, là, on va axer vraiment sur le côté marathon. À quel moment ta préparation a commencé? Combien de semaines tu as consacré à cet objectif marathon? J'ai rentré l'objectif tout début janvier. Je pense la première semaine de janvier. Après, moi, j'ai eu quelques crosses donc avec le club où je suis licencié, donc à Chambéry. J'ai fait ces crosses-là, mais je me suis toujours entraîné avec l'application. Même si je suis dans un club, je m'entraîne de manière indépendante. Et donc là, j'ai fait ces 3 crosses de préparation, ce qui était bien parce que ça m'a permis, là, c'était au cross départemental de Savoie, par exemple, où je finis deuxième. Donc ça m'a permis de voir qu'au niveau, sur le cours aussi, j'étais en pleine forme. Et puis après, j'aurais voulu faire le semi de Paris, mais par contre, je m'y suis pris trop tard pour le dossard, donc j'ai pas pu faire le semi de Paris. Ce qui fait que j'ai eu 3 courses de préparation qui étaient des crosses, donc des distances où finalement tu peux pas trop t'étalonner, mais par contre, quand tu fais un top 10 dans la région et un top 20 en interrégion, c'est quand même des bonnes perfs. Et donc ça m'a mis en confiance aussi pour le marathon. Et donc sur ces trois mois de préparation, il y a eu des sorties assez longues et j'ai réussi à faire jusqu'à 100 km par semaine à 6 reprises, ce qui fait que j'arrivais avec un niveau d'entraînement qui était optimisé pour performer sur le marathon la dimanche dernier. Est-ce que tu le sentais, ce chrono dans les jambes? Est-ce que toutes les planètes étaient plus ou moins alignées pour aller chercher un chrono sur un parcours parisien qui n'est pas celui qui est le plus roulant, je dirais? Est-ce que tu avais des petits signes avec ton expérience, avec cette pratique de la compétition que tu as depuis de nombreuses années? Est-ce que tu le percevais, ce chrono qui allait tomber par rapport à ce que tu avais réalisé du côté de New York? Jusqu'à présent, mon record, oui, c'était New York en 2h26. New York, il est même plus dur que Paris parce qu'avec tous les ponts, il y a même un peu plus de dénivelé positif qui est autour de 400 mètres. Donc finalement, c'était le parcours était quand même plus facile à Paris qu'à New York. Puis en termes de préparation, j'avais une préparation qui était axée sur le trail quand j'avais fait New York parce que c'était 2 mois après l'été. Et puis là, donc j'avais une préparation qui était beaucoup plus complète et j'étais quasiment certain de battre mon record personnel. J'aurais presque même j'aurais espéré même courir un petit peu plus rapidement. J'aurais voulu faire peut-être 2h21, mais au vu des circonstances du jour J, il y avait notamment pas mal de vent et là les coureurs élites aussi devant, ça n'a pas couru très très vite. C'est gagné en 2h07, alors que d'habitude ça se gagne plutôt en 2h04 ou 2h05. Même le premier français est en 2h11, alors que d'habitude le premier français est toujours en moins 2h10. Donc finalement, quand on analyse la course, puis moi je me suis retrouvé dans un groupe de 7 personnes et j'ai dû faire aussi une bonne partie du train. Donc ce qui fait que mon chrono de 2h23, et c'est une bonne nouvelle, il est encore perfectible et j'aurais envie de l'améliorer prochainement sur un parcours peut-être plus rapide. Donc là, l'objectif sera peut-être d'essayer de passer sous les 2h20 sur le prochain marathon. Mais satisfait donc de toute cette préparation, il n'y a pas eu de pépins, pas eu de bobos, l'application RunMotion a été bien calibrée. Quel coach tu utilises? Parce que je sais que vous avez plusieurs tempéraments, il y a des coachs un petit peu plus souples, d'autres un petit peu plus durs. Lequel est celui que tu utilises? J'ai choisi Joy, le coach positif. À la base, j'avais dit, tiens, je vais essayer de faire 1 mois de chaque, mais finalement, c'est vrai que j'ai pas changé entre-temps, je vais rester avec Joy. Sur cette course, 42 km, tu le disais, hein, les conditions météo étaient pas forcément les meilleures. Il y avait du vent. Vous avez, je pense, évité la pluie, même si vous en avez peut-être eu un petit peu sur le parcours. En tout cas, sur la zone d'arrivée où je me suis tué, il ne faisait pas très, très chaud. Comment tu as, du départ jusqu'à l'arrivée,
vécu ta course? Est-ce que le moral était au beau fixe pendant les 42 kilomètres ou est-ce que il y a des moments où tu doutes un petit peu, où c'est un petit peu plus difficile au niveau mental d'aller se forcer, se booster pour garder son allure? Ça s'est globalement très bien passé. Au niveau de la température, c'était les températures idéales, ce qui faisait entre 4 et 8 degrés, je pense, sur l'ensemble du marathon. Pour courir, c'est absolument génial parce que enfin, tu surchauffes pas, quoi. Donc, je pense aussi, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de records personnels sur le marathon de Paris dimanche, parce que les conditions étaient quand même plutôt bonnes. C'est juste qu'il y avait du vent, donc forcément, quand on était dans des petits groupes, tu le prends un peu plus, notamment dans le bois de Vincennes, il y en avait quand même pas mal de reprises. Et, euh, et pour moi, je trouve qu'un marathon, ça passe finalement assez vite dans la tête parce que j'essaye de faire le vide, en fait, de ne pas penser à grand-chose, d'être concentré sur ce que je fais. Et finalement, tu es presque surpris de voir des kilomètres défiler les uns après les autres parce que tu as toujours t'as l'affiche sur le côté qui dit, bah tiens, je viens de passer je sais pas, le 23e kilomètre. Donc ça, finalement, c'est toujours assez surprenant de se dire, bah, ah ouais, tiens, je les enfile comme ça, les kilomètres, ça passe assez vite. Et donc ça, c'est aussi parce que je suis hyper concentré dans ce que je fais, j'essaie d'être relâché au niveau des épaules. Et donc ça, maintenant, j'arrive à bien le faire. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup de coureurs, d'être tellement concentré que finalement, on voit pas le temps passer. Combien tu as réalisé d'épreuves de ce type jusqu'à présent? Là, c'était le 5e marathon et je vais recourir à New York l'année prochaine, fin d'année. Avec cet objectif de chrono ou ce sera pas sur ce parcours-là? Tu le disais, c'est pas le plus roulant, donc il faudrait peut-être se tourner vers Valence, Berlin, qui sont peut-être plus roulants. Ouais, exactement. Donc là, il faudra voir sur le prochain. Mais en tout cas, là, je m'étais inscrit, parce que j'avais fait en 2019, je m'étais réinscrit en 2020. Et vu qu'avec le Covid, ça avait été annulé, donc on avait le dossard qui a été reporté jusqu'à cette année. Donc là, c'était la dernière année pour pouvoir reporter le dossard, sinon on le perdait. Donc là, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas en plus essayer de développer l'application aux États-Unis. Donc on va essayer de cumuler les deux quand on ira à New York, d'essayer de rencontrer des partenaires sur place. Et en tout cas, chaque nouveau marathon, c'est une nouvelle aventure. Et à New York, il y a toujours beaucoup de monde, il y a un enthousiasme de dingue. Et c'est ça aussi que j'aime bien sur ces courses aux États-Unis, où j'imagine c'est aussi peut-être la même chose à Berlin. Donc ça donne aussi envie d'aller voir d'autres grands marathons en Europe et dans le monde. Alors moi, Guillaume, ce qui m'a surpris donc sur la zone d'arrivée, mais tu vas me dire, c'était peut-être le cas sur les 42 kilomètres, c'est la foule qui était vraiment présente, mais de façon massive, de part et d'autre, donc de la ligne verte. Est-ce qu'en tant que coureur, vous avez le temps de vous attarder un petit peu sur cette foule qui peut vous porter, ou est-ce que tu es là vraiment concentré, focus sur ta foulée, ta respiration et les allures? On arrive quand même surtout quand c'est des spectateurs qu'on connaît, donc quand on entend allez Guillaume, il n'y en a pas non plus 10 000 sur la course, donc on essaie de regarder. Ce qui n'était pas forcément le cas de Mathieu Blanchard, par exemple, parce il m'a doublé au 38e kilomètre, et j'entendais tout le temps des allez Mathieu, enfin, je savais qu'il arrivait, quoi. C'était la superstar, quoi. Et non, sur le marathon de Paris, forcément, aussi, je sais pas, il doit y avoir 3-4 personnes par kilomètre qui m'encouragent, donc j'essaie de regarder. Et il y a aussi des zones où il y a beaucoup plus de monde. Par exemple, je crois que c'était à Bastille, il y avait quand même beaucoup de monde. Après, dans le bois de Vincennes, c'est vide, il y a personne. En tout cas, sur les heures de départ, parce que nous, c'était à 8h15, ce qui fait qu'on était dans le bois de Vincennes vers 8h45. Donc là, il y avait personne, c'était vide. Et puis après, à nouveau, quand on revient, le semi-marathon, il commence à être proche des quais. Et donc là, à partir du 23, 24e kilomètre, il y a quand même plus de monde sur les quais. Et à nouveau dans les 3 derniers kilomètres. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde pour les coureurs qui courent en 4 heures et qui courent vers midi, enfin qui arrivent vers midi, 13 heures. Et donc pour l'ambiance, il faut plutôt être un coureur un peu plus lent pour profiter au maximum de l'ambiance. Comment tu organises ta course? Tu dis ça passe assez vite. Bon, 42 kilomètres, c'est pas non plus une sortie footing de 5 kilomètres. Est-ce que tu réalises des jalons tous les 5 kilomètres, tous les 10 kilomètres pour faire un point? Est-ce que tu regardes ta montre d'ailleurs ou est-ce que ton allure est déjà mémorisée par le travail réalisé à l'entraînement? Quelle est la façon dont tu procèdes pour organiser ta course et suivre ton plan? Est-ce qu'il y a un plan de course d'ailleurs? Sur les dernières séances, les séances allure marathon qui ont lieu notamment dans les 2 derniers mois avant le marathon, il y a des séances à allure spécifique marathon. Et moi, par exemple, mon allure spécifique marathon, c'est autour de 3,20 km. Donc je sais, enfin quand je fais mes séances, je sais que 3,20 ça passe à peu près. Des fois, je peux être à 3,19, 3,18, ça peut passer. Puis il y a d'autres jours où tu peux être un peu plus fatigué, il peut y avoir du vent, et là, tu es plutôt à 3,22.
Donc en fait, moi, avant le départ, j'avais une fourchette. Je savais que j'allais courir entre 3,18 et 3,23 par kilomètre. Et je me suis dit, bah tiens, faut viser ça. Donc ça représentait aux 5 kilomètres un temps de passage entre 16,30 et 17 minutes. Donc j'avais visé ça. Et puis sur le premier 5 kilomètres, je crois que je peux la passer en 16,35. J'étais plutôt dans la fourchette haute. Ça, je me suis dit, c'est plutôt bon signe. Et après, au 10e kilomètre, je crois que je le passais en 33,30. Donc là, on avait déjà décéléré un petit peu parce qu'on fait un 5 kilomètres en 17 minutes. Et puis là, faut se dire, on est dans un groupe de 6-7 personnes et c'est mieux de rester en groupe que d'essayer d'accélérer. Donc ça, après, on se laisse porter aussi un peu par le feeling du jour J, ouais, le feeling de la course. Tu te dis, bah tiens, je vais rester dans ce groupe-là. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que pendant 25 kilomètres, 25 ou 30, j'oublie maintenant, parce que forcément, quand tu es tellement concentré, justement, tu t'oublies un petit peu la notion du temps, mais en tout cas, je sais que c'était par là. J'ai accéléré pendant 5-6 kilomètres parce qu'il y a il y a un gars du groupe. D'ailleurs, c'est un gars du groupe qui a quasiment pas mené de tout le long. Je pense sur les 7, on était 6 à bien collaborer, mais il y en a un qui est resté bien caché et il a mis la course accélération au 25e kilomètre. Et donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de m'accrocher, quoi, parce que s'il a pas mené tout le long, je vais pas le laisser partir comme ça. Et donc là, on a accéléré pendant 5-6 kilomètres, ce qui a fait que pour moi, c'était un peu plus compliqué à partir du 34e, 35e kilomètre, parce que j'avais laissé beaucoup d'énergie juste avant. Et donc là, c'était passé au feeling. En fait, j'ai senti qu'il y avait l'accélération. Je me suis dit, bah allez, là, je suis bien, je vais le tenter, quoi. Donc c'est se baser aussi sur ses propres sensations et puis c'est avoir confiance en soi et puis se dire, bah tiens, si au contraire, là, je sens que je suis un peu fatigué. C'était le cas à partir du 35e quand il y avait la côte là-haut dans le bois de Boulogne. Je me suis dit, bah là, la côte, faut la prendre doucement parce que si tu essayes de continuer à lutter là pendant 1 kilomètre ou deux, après, tu vas prendre le mur de manière magistrale dans les 5 derniers kilomètres. Donc là, il faut aussi, c'est en fonction de ton expérience aussi, quand tu sais que tu as déjà pris le mur, tu vois où est un peu la limite et t'essayes de résister du mieux possible. Alors, Guillaume, tu disais, dans le groupe, il y en a un qui n'a pas collaboré. On fonctionne comme en cyclisme, c'est-à-dire que on se relaie avec une échappée qui est partie et on va à tour de rôle prendre la tête du groupe et remonter en file indienne à chaque fois pour garder le rythme et peut-être jouer de l'aspiration des coureurs qui étaient dans ce groupe, sauf cette personne qui, si elle écoute le podcast, se reconnaîtra, n'ayant pas bien collaboré au travail donc des autres coéquipiers. Ouais, c'est pas forcément très bien organisé, mais en tout cas, quand, je sais pas, moi, je passais devant pendant 500 mètres ou 1 kilomètre, bah, après, tu te dis, tu ralentis légèrement, et puis, en fait, tout le monde a intérêt à collaborer parce que sinon, si tu fais 1 kilomètre en 3,30 parce qu'il y a personne qui passe devant, bah, c'est du temps de perdu. Donc, souvent, ça se passe quand même plutôt bien. Et moi, ce que j'ai pu, alors c'est pas quelque chose que j'avais forcément bien identifié avant la course, mais il y a eu un gros groupe qui s'est formé en 1,12 au marathon. Donc nous, on passe au semi-marathon, pardon. Donc moi, je passe en 1,11,30 au semi-marathon. On était un groupe de 7 personnes, mais derrière, dans le groupe de Mathieu Blanchard, il y avait un groupe de 25 athlètes à peu près. Et là, il y avait des lièvres qui étaient mis en place justement par Mathieu, je pense, et puis par d'autres coureurs pour essayer de courir sous 2,24. Et donc là, quand tu es dans un groupe de 25 personnes, et ben, ouais, tu es comme dans un peloton, donc tu vas dépenser un petit peu moins d'énergie. Bon, c'est pas forcément beaucoup, mais tu vas peut-être dépenser 1 ou 2% d'énergie en moins. Et ça, à la fin du marathon, c'est ce qui peut faire la différence. Et c'est sûrement aussi ce qui a fait que Mathieu Blanchard a fait un super dernier semi-marathon, parce qu'il fait son dernier semi-marathon en 1,10 après avoir passé au semi-marathon en 1h12. Donc, ouais, il y a cette notion aussi de groupe. Et ça, bah, plus tu cours de marathon, bah, plus tu vas l'avoir. Puis des fois, il y a des marathons où bah, tu vas quasiment courir tout le long tout seul. C'était le cas, par exemple, de Romain, mon frère qui a couru le marathon de Barcelone. Il disait qu'il a dû courir quasiment seul un peu tout le long parce qu'il n'y avait pas forcément de personne qui était plus dans son rythme. Là, seul, ça doit être un petit peu plus difficile. Il faut aller chercher les ressorts au niveau du mental pour garder justement cette motivation. Là, concrètement, en 2h23, les monuments parisiens dont vante, entre guillemets, l'organisateur, pas le temps de s'attarder, pas le temps de s'arrêter. Ouais, j'ai bien regardé l'obélisque là. Enfin, non, c'est pas l'obélisque, mais à Bastille, parce que là, c'est un monument qui est majestueux. Et donc là, ça, je l'ai bien regardé. J'ai essayé de bien profiter. Après, j'ai jeté un petit coup d'œil sur la Tour Eiffel, mais c'est vrai que bah, Notre-Dame, je sais que je l'avais vu en 2019. C'était la veille de l'incendie de Notre-Dame. Donc ça m'avait marqué. Mais là, cette année, j'avoue que j'ai pas regardé Notre-Dame. Donc elle est toujours présente, mais mais j'ai pas pu. Enfin, je peux pas la tester. La descente des Champs-Élysées aussi, c'est très cool le début. Et puis à la fin, c'est vrai que sur la ligne d'arrivée, tu peux peut-être voir l'Arc de Triomphe tout au loin, mais non, c'est pas forcément ce que ce que j'ai regardé.
Tu arrives sur le départ à te réguler parce qu'on est bien souvent emporté par son entrain, par les bonnes jambes du début. Tu as réussi à te caler très rapidement à l'allure qui était ton allure cible pour ne pas griller les premiers kilomètres avec une allure trop élevée que tu paierais ensuite à l'issue de ces peut-être 20, 30 premiers kilomètres. Ah oui, assez rapidement. Je vais faire le premier kilomètre, je pense un peu plus rapide, mais de l'ordre de 3-4 secondes au kilomètre. Et puis après, enfin, le maître mot sur le marathon, c'est comme la patience. Faut se sentir assez facile. Si tu te sens un petit peu trop rapide, c'est qu'après, tu vas le payer sur la fin. Donc, ouais, faut savoir faire preuve de patience aussi sur le marathon, parce que t'as l'impression que l'allure, elle est lente, mais c'est probablement quand même la bonne allure. Quelle a été, Guillaume, ta stratégie de ravitaillement? Tu avais tout sur toi, enfin, tu avais des gels, des produits qui ont pu te permettre de gagner en énergie au fil des kilomètres et des heures de course. Oui, bah, enfin, aussi, c'est pour ça qu'il faut avoir un short qui permet de stocker ces gels notamment. Alors, avant la course, j'ai pris un peu de purée Baou, dont je suis un athlète de la marque. Et après sur le marathon, par contre, je suis tourné qu'avec des gels parce que les purées ça prend aussi de la place dans le short. Et donc quand moi j'ai pris 4 gels sur toute la course, j'aurais pu prendre aussi une purée, mais en tout cas en termes de sensation, je me suis dit tiens je vais tester qu'avec des gels sur la course. Et là c'était des gels Mortine, qui sont pas trop liquides. Ça j'avais testé aussi à l'entraînement, qui sont légèrement solidifiés. Enfin c'est une sorte de ouais, c'est légèrement solide et du coup pour le manger c'est assez pratique et c'est pas des gels hyper liquides où tu t'en mets partout. Donc là j'ai plutôt bien apprécié. Et je sais que sur certains aussi autres marathons j'avais pris des baous sur la première partie. Donc typiquement mon premier ravito je l'ai pris au 14e kilomètre. Donc ça tu peux prendre une première baou par exemple où là moi j'ai pris un gel et puis après j'ai essayé d'en prendre le suivant c'était au 24, 29 et 34. Et l'avantage, c'est que juste après aussi, je prenais juste avant les ravitaillements, ce qui fait que après tu peux trincer avec de l'eau, et ça c'est cool aussi. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le ravito juste avant enfin de manger juste avant le ravito en eau. Comme ça après t'es bien et tu l'assimiles assez bien. Et tu as réussi, malgré une fin de parcours qui était annoncée comme un petit peu plus difficile avec, tu l'évoquais, hein, cette montée sur la fin du bois de Boulogne. Tu n'as pas baissé de pied. Tu as au contraire pu accélérer avec des portions peut-être un petit peu plus roulantes sur les 2 derniers kilomètres. Oui, ouais, là, bah, il y a une grosse descente là au 41e. C'est mon kilomètre le plus rapide. Je fais 2,57 au kilomètre. Donc à la fin, tu as envie de tout donner aussi pour faire le meilleur chrono possible. Et là, j'ai un peu tout donné. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'étais fatigué comme juste après le marathon. Mais oui, en tout cas, la dernière partie est quand même assez difficile. En plus, notamment, je crois pour les coureurs où il y avait du monde, c'est que la route aussi se rétrécit sur la fin. Donc, bah, il y a peut-être aussi un peu des embouteillages suivant le chrono. Enfin, moi, c'était pas mon cas, mais en tout cas, c'est aussi une des problématiques qu'il peut y avoir pour l'ensemble des coureurs. Et puis, par contre, ce qui était cool, autant les autres années, je crois que quand tu arrivais sur la fin, il y avait pas trop de monde, enfin, vraiment juste dans le secteur de l'arrivée. Là, au moins, il y avait une bonne ambiance. Et puis, ça permettait d'avoir un marathon encore un peu plus festif avec cette arrivée-là. Et je crois qu'il y avait notamment des pavés, mais c'est vrai que j'ai même pas fait spécialement attention. On m'a dit qu'il y en avait après la course, mais à la fin du marathon, tu essaies de faire le vide et tu vois pas forcément ce qui se passe autour de toi. En termes de chaussures, quels ont été ces souliers qui t'ont porté jusqu'à cette ligne d'arrivée? Est-ce qu'il y avait de l'innovation, du carbone au niveau des pieds? Oui, oui, parce que enfin quand tu as déjà porté du carbone, tu vois forcément que ça apporte un gain. Notamment, alors après, il y a toujours un peu le débat suivant les allures de course. En tout cas, je pense que ça apporte un gain en dessus de 15 km/h. Après, en dessous, c'est pas forcément, enfin, si, je pense que ça apporte quand même un gain, mais il faut voir aussi si c'est assez confortable ou c'est quelque chose d'assez personnel. Mais quand tu regardes les coureurs en moins de 3 heures au marathon, il y a l'immense majorité, peut-être 95% des personnes qui ont ces chaussures carbone parce que ça permet de réduire aussi, enfin moi en tout cas je le vois sur le marathon, c'est que ça permet de réduire aussi un petit peu la fatigue musculaire, donc tu finis souvent mieux ton marathon. Et puis moi j'estime sur le marathon, la première fois que je l'ai porté c'était au marathon de New York justement en 2019, et moi j'estime que sur le marathon ça fait gagner environ 2 minutes sur le marathon parce que tu finis mieux, tu peux faire un negative split alors que sans les chaussures carbone ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, moi, j'estime que ça fait gagner environ 30 secondes tous les 10 kilomètres, que ce soit pour des courses courtes, une course de 10 kilomètres. Sur un semi, ça ferait gagner environ 1 minute.
Et ça, on va dire, c'est sur mon expérience et sur les observations empiriques que je peux faire que, notamment là, c'est vrai que sur les marathons de Paris, les coureurs en moins de 2h30, il y en a de plus en plus, alors que, il y a 3-4 ans, il y en avait quand même nettement moins. Et puis là, sur cette course spécifique, donc autant sur le marathon de New York, j'avais essayé les Nike Vaporfly. Et là, j'avais eu l'opportunité avec Saucony d'avoir l'Endorphin Elite. Et donc là, j'ai pu le tester et ça m'a bien réussi. Ouais, c'est une chaussure et au niveau du mesh aussi, au niveau du chausson, c'est quand même assez confort. Donc le pied est assez libre. C'est ça que j'ai bien aimé sur cette chaussure et ça permet d'avoir aussi un gain de performance puisqu'il y a l'effet carbone qui se fait ressentir. Tu termines à quelle place sur ces 51 100 coureurs? 40e. Donc un très joli classement. Tu t'attendais à être aussi bien placé ou c'était quand même une surprise supplémentaire avec le chrono, donc amélioré de 3 minutes par rapport à New York? Non, oui, c'est souvent comme ça. En fait, c'est souvent quand tu fais ce chrono-là, c'est souvent autour de 40e place. Donc, c'était pas une grande surprise. Et après, c'est vrai que la place, c'est pas forcément le truc qu'on regarde quand on fait du marathon. C'est avant tout battre son record personnel ou en tout cas réussir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, ça m'a pas spécialement fait quelque chose de finir 40e du marathon de Paris. Pour revenir à Mathieu Blanchard qui t'a dépassé, tu le disais, au 38e kilomètre, est-ce que tu as été surpris de sa fin de course et que quelqu'un qui est identifié avec l'étiquette de trailer puisse performer avec une telle moyenne sur ce marathon? Je pense qu'il s'est surpris lui-même sur le chrono parce qu'il était parti plutôt sur 2,24. En tout cas, enfin, je connais les qualités de Mathieu Blanchard, qui est un très très bon athlète. Donc non, ça m'a pas spécialement surpris parce que même sur l'UTMB, un Kylian Jornet aussi serait capable de. Alors je pense pas enfin je sais pas. Après il y aura débat, mais autant parmi les trailers, il y a en tout cas on peut parler des marathoniens effectifs. Donc il y a Jim Walmsley qui finit régulièrement dans les top 5 des plus grands ultra trail, qui a déjà couru 2h13 au marathon. Donc lui c'est le marathonien et ultra trailer le plus rapide. Donc ça m'a pas forcément étonné qu'il y ait des trailers qui soient devant comme ça à ce niveau-là. Et, euh, et pour Mathieu, ouais, quand il m'a doublé au kilomètre 37-38, il était super costaud sur les appuis. Et finalement, cette force musculaire qu'on a dans le trail, bah, c'est d'autant plus important à la fin d'un marathon. Donc c'est pas étonnant que les trailers finissent souvent très bien sur ce type de distance. C'est ce que tu pratiques également. L'été, plutôt trail, et sur la période hivernale, il y a les crosses et il y a les courses type semi-marathon ou marathon. Ça fait partie de ces 3 volets, je dirais, que l'on peut avoir dans la pratique du running. Le côté nature avec le trail, le cross, où là on est vraiment à la bataille, au combat, sans se préoccuper du chrono, mais là c'est la place qui va compter, et le bitume pour avoir un petit peu de vitesse et travailler sur la longueur. Ouais, c'est ce qui est bien avec la course à pied, c'est que ça permet de varier les plaisirs. Il y a même aussi le quatrième composant qui peut arriver, c'est la piste, si on a envie de. Moi, c'est ce que j'ai commencé quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de refaire une petite excursion sur 5000 mètres là pendant l'été, donc je vais voir si je me lance là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que justement, ça permet de varier les distances. Autant sur le marathon, on va viser le chrono, donc on va avoir une préparation qui va être hyper calibrée. Autant l'été sur le trail, on peut aussi peut-être plus viser. Enfin, moi, j'ai peut-être moins cet aspect performance sur trail, même si j'essaye de faire des bonnes performances. Ça permet de passer du temps en montagne. Moi qui habite en Savoie, c'est à Chambéry. Même si c'est dans la plaine, c'est à 250 mètres d'altitude, on peut facilement aller dans les montagnes. C'est aussi l'occasion de faire des beaux week-ends, de faire des belles sorties. Donc aujourd'hui, je m'épanouis pleinement en faisant ça, alors que je pourrais peut-être être un peu plus performant sur le marathon. Je pourrais peut-être faire 1 minute de moins si je faisais que de la route toute l'année. Mais par contre, gagner 1 minute et entre guillemets ne pas avoir cette passion du trail, pour moi, c'est pas forcément quelque chose que je recherche parce que là maintenant je fais du trail pour me faire plaisir, c'est pas forcément pour faire de haut niveau. Et donc je préfère avoir cette pratique qui est plus diverse que faire uniquement une des pratiques que de faire que de la route ou du trail. En tout cas aujourd'hui c'est ce que j'aime d'avoir cette variété. Après une telle compétition, cet objectif qui depuis le mois de janvier a occupé tes semaines, en plus de ton activité d'entrepreneur aux manettes de Run Motion Coach, combien de temps tu te laisses pour récupérer et repartir de l'avant sur de nouveaux objectifs? Donc là, j'ai parcouru depuis dimanche. Je pense que j'aurais envie de recourir et c'est souvent une des questions qu'on pose, c'est quand est-ce qu'il faut reprendre après un marathon.
Donc, je pense que déjà, c'est dans la tête. Si on a envie de recourir, c'est que ça veut dire qu'on a probablement récupéré physiquement. Mais dans tous les cas, il faut reprendre par des petits footings. Il faut reprendre aussi par du vélo, peut-être. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait hier parce que je viens au travail à vélo. J'ai 22 kilomètres aller-retour chaque jour. Et donc, là, hier, j'ai repris le vélo. Donc, j'ai commencé à reprendre tout doucement l'activité sportive. La course à pied, je vais reprendre. Je pense que j'aurai envie ce week-end. Là aujourd'hui, j'ai pas du tout envie, mais c'est parce qu'il y a encore quelques petites courbatures. Et après, pour se reprocher sur des objectifs, là, je me suis déjà inscrit, donc ça permet aussi de se reprocher tout de suite après. Je me suis déjà inscrit sur la MCC, qui est les 40 kilomètres de l'UTMB. Ça va arriver fin août. Ça va être le gros objectif trail de l'été. Et puis après, avant, je sais qu'il y a le Tour du lac d'Aiguebelette, qui est une course autour de Chambéry. C'est autour d'un lac, c'est 17 kilomètres. Donc en plus, ce qui est bien ici, c'est que c'est pas forcément une distance très très classique, donc ça permet de faire une première course de reprise qui est dans 2 mois. Ça va me permettre de remettre un peu de vitesse sur l'entraînement. Et puis je vais voir si je me chauffe à faire de la piste là au mois de juin. Ce sera plutôt les envies qui vont guider ma pratique là sur les prochaines semaines avant d'avoir ce gros objectif de la MCC. Et puis ensuite, il y aura aussi le marathon de New York. Donc, ça va faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de trails cet été et puis basculer progressivement après sur la route à l'automne. Et puis entre-temps, il y aura aussi la promotion d'un ouvrage que tu viens de sortir aux éditions Le Duc, ma Bible du running, du trail et du marathon. Alors comment tu en es venu, Guillaume, à vouloir sortir une Bible du running? Ils t'ont contacté, tu avais déjà peut-être ce projet en toi. Explique-nous, ainsi qu'aux auditeurs, comment tu as cheminé pour vouloir sortir un ouvrage. Moi, à la base, j'aime bien écrire. J'écris beaucoup d'articles de blog. C'est une passion qui a commencé il y a pas mal de temps avec mon frère Romain, parce qu'on avait créé un blog, puis un site sur l'histoire de l'athlétisme. Donc, ça permettait déjà on va dire, de s'échauffer, enfin, de s'entraîner pour la partie écriture. Et puis là, sur le blog de Run Motion Coach, on a plus de 350 articles sur différents conseils, sur différents sujets. Donc, j'avais déjà cette première expérience. Et puis, les éditions Le Duc, donc, m'ont contacté il y a un petit peu plus d'1 an. C'est une maison d'édition qui est française, qui est à peu près dans le top 30 des maisons d'édition. Et donc, ils ont toute une collection qui s'appelle Ma Bible de. Il va y avoir Ma Bible des huiles essentielles. Je crois que c'est le best-seller qui a été vendu à 1 million d'exemplaires. Ensuite, il y a Ma Bible de dans beaucoup de thématiques, notamment sur la nutrition, sur le bien-être. Et donc, ils ont cherché à se renforcer sur l'aspect sportif. Et donc, ils m'ont contacté pour une Bible du running, du trail et du marathon. Donc, pour couvrir aussi cet aspect sportif qui était déjà un peu présent dans la maison d'édition, mais ils ont voulu le renforcer. Et donc, c'est un projet j'ai signé le contrat il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc là, le livre est sorti il y a une dizaine de jours, ce qui fait que c'est un projet qui prend à peu près 1 année. Je crois que notamment, Seb, tu as déjà écrit des livres, donc tu vois ce que c'est. C'est un long travail écrire déjà la première ébauche qui va durer, ça dure à peu près 5-6 mois. Puis après, il y a le travail d'édition avec la maison d'édition pour rendre l'ouvrage encore plus fluide, qu'il soit nickel. Il y a aussi une partie illustration qui est réalisée à la fin, et ce qui fait que ça permet d'avoir un livre qui est abouti et qui a été validé par des professionnels de l'écriture. Alors, je confirme, pour avoir été l'auteur de 2 ouvrages. Alors moi, c'était axé sur l'histoire et sur la résistance dans mon département qui est l'Eure-et-Loir. C'est un gros travail de fond déjà pour collecter les informations et savoir quelle va être notre ligne éditoriale. Il y a un côté fastidieux, c'est la relecture juste avant la mise sous presse. Le côté sympa, c'est les dédicaces. Est-ce que tu as pu, sur ce salon Run Experience, déjà aller à la rencontre de lecteurs et signer ses premiers autographes, ses premières dédicaces? Et oui, il y a une vingtaine de personnes déjà sur le marathon de Paris. Donc, c'était bien de rencontrer ces premiers lecteurs. J'ai déjà des retours aussi qui sont cool. Et puis j'ai déjà aussi fait d'autres, là sur Chambéry, il y a aussi des personnes qui sont venues me voir pour avoir leur ouvrage. Donc c'est le début du marathon. Enfin, l'écriture, c'est un marathon. Et puis finalement, après, enfin non, plutôt envie de dire que l'écriture, c'est la préparation, parce que le vrai marathon, il commence maintenant. C'est la rencontre avec les lecteurs. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi je me suis engagé à écrire ce livre. J'espère que ça va être lu et que ça va être apprécié et que chacun pourra progresser en course à pied, puisqu'en fait, le livre s'adresse à chacun, qu'on soit, on va dire, quasi débutant jusqu'à pouvoir confirmer.
Il y a moyen de piocher plein de choses, pour pouvoir progresser en course à pied. Il y a également donc il va y avoir une partie sur l'histoire de la course, l'histoire du running, et une partie sur l'entraînement, sur la science du running, sur des conseils pratiques pour préparer une course. Il va également y avoir une partie sur la nutrition, sur la récupération, sur le sommeil. Donc c'est un ouvrage qui est assez complet sur toutes les facettes de la course à pied pour progresser au sens large. Et donc je suis sûr que quel que soit le niveau du coureur et de son niveau d'expertise en course à pied, qu'il y a moyen de piocher des choses intéressantes et d'essayer d'avoir une pratique encore plus aboutie en course à pied. Alors le côté Bible, il y a un petit côté sacré, on va dire. Alors là, c'est la collection qui porte ce titre-là. Comment tu as cheminé pour adresser un livre qui soit à destination de tous? Tu voulais quelque chose d'assez générique, sans trop de personnalisation. Est-ce que tu as été vraiment le décideur de toutes les thématiques qui figurent? Parce qu'il y a du running, il y a du trail, il y a du marathon, mais tu pratiques de toute façon ces trois activités-là. On aurait pu mettre de la piste et du marathon si on voulait être encore un petit peu plus précis par rapport à tes activités sportives. Comment tu as participé à cette écriture? C'est toi de A à Z. Tu dis il y a des experts qui ont validé derrière. Est-ce que tu as vraiment mis ta patte, ta simplicité? Parce que ce soit toi ou Romain, vous êtes des individus, et j'ai pu le confirmer par notre rencontre dimanche sur le marathon, très accessible, très simple, et il n'y a pas de chichi. Donc là, c'est un livre vraiment qui se lit bien, qui est accessible. Mais est-ce que c'était vraiment ta volonté, ou est-ce que la maison d'édition a pu à un moment donné t'orienter ou t'imposer certains sujets? J'ai été 100% libre. Il y a peut-être juste le travail de relecture, en fait, ou d'édition, où il peut y avoir peut-être des reformulations, justement, pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est ça qui est positif aussi de travailler avec une maison d'édition, c'est que il y a peut-être des parties au tout début, sur la première phase, qui peuvent être peut-être pas suffisamment compréhensibles, parce que moi, le but, c'est de m'adresser à tous les coureurs. Donc, on va dire une des limites, c'est qu'un coach, par exemple, pourrait trouver que le livre va pas suffisamment dans le détail, mais le but, justement, c'était pas forcément de s'adresser à des experts. Donc déjà, le plus important, c'est de savoir à qui on écrit. Et moi, ça tombe bien parce que cette mission de démocratiser l'entraînement personnalisé pour tous, c'est quelque chose que j'ai dans la peau depuis déjà au moins 5 ans. Donc ça, c'était déjà plus facile pour l'écrire parce que au quotidien, je fais de la pédagogie et puis j'essaie de transmettre cette passion-là. Donc pour moi, c'était plutôt dur de trouver du temps pour faire ça. Mais par contre, dès que j'arrivais à trouver du temps et ça a pris beaucoup de week-ends, beaucoup de soirs. Mais en tout cas, dès que je m'y mettais, l'inspiration venait tout de suite. C'était hyper fluide, c'était naturel. Et donc, j'ai essayé aussi d'intégrer beaucoup d'anecdotes qui pourront être utiles à chacun. Notamment par exemple sur le décalage horaire, parce que vu que j'ai vécu 1 an aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter. Donc si par exemple les coureurs vont faire une course à New York ou à une autre partie du globe, il peut y avoir des anecdotes comme ça. Il y a des anecdotes aussi sur des gestions de course. Par exemple, j'avais fait l'UTMB là, cet été. J'ai eu mal au genou au bout d'une dizaine d'heures, donc après c'était plus compliqué. Donc là, par exemple, sur cette anecdote-là, je dis oui, au début, tu as ton objectif qui peut être chronométrique. Moi, je voulais faire à la base moins de 27 heures sur l'UTMB. Et ben donc en cours de route, vu que ça s'est pas passé exactement comme je voulais, j'ai transformé cet objectif de 27 heures. Je me suis dit finalement maintenant je vais juste essayer d'être finisher. Donc c'est essayer de donner aussi à travers quelques exemples sur ma pratique, de se dire ok, peut-être sur le marathon j'avais peut-être l'objectif de faire 4 heures. Ok, peut-être là, je suis dans le mal, mais je vais quand même aller au bout. Je vais pas essayer je vais pas abandonner maintenant parce que je suis plus sur mon objectif cible. Donc, j'ai essayé de donner des exemples comme ça où les coureurs pourront se retrouver, notamment aussi peut-être sur les blessures. J'ai expliqué que j'ai été blessé finalement assez peu dans ma carrière. J'ai été blessé à 4 reprises qui m'ont empêché de courir pendant 2 semaines à 8 semaines pour les périodes les plus longues. Et en fait, à chaque fois, j'explique que ça arrivait quand j'avais du stress dans ma vie personnelle, au niveau étudiant ou professionnel, et que finalement, chaque blessure n'arrive pas totalement par hasard. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. C'est pas forcément d'ailleurs lié uniquement à la pratique de la course à pied, mais ça peut être un stress ambiant qui fait que rajouter un stress supplémentaire avec l'entraînement ou avec des compétitions, ça peut causer une blessure et un déséquilibre. Donc voilà, j'ai essayé de donner aussi un peu mon vécu, et je pense que chaque anecdote c'est pas des anecdotes de sportifs de niveau pour des sportifs de niveau, c'est des anecdotes de sportifs, et parce que je pense que ça peut être utile à chacun. Tu le dis dans l'introduction, c'est aujourd'hui
Pour moi, courir pour transmettre, même si à la base, tu étais un coureur là pour se dépasser. Tu le fais encore, mais il y a cette volonté de transmettre ton expérience et de démocratiser donc ces pratiques de l'entraînement, ces conseils que tu as pu, toi, vivre et expérimenter durant ta carrière de sportif de haut niveau. Oui, parce que le sport de haut niveau, enfin, il y a des coachs aussi qui le disaient, ou même les encadrants de. J'ai fait quelques stages en équipe de France d'athlétisme, et en fait, on nous dit qu'il faut avant tout penser à soi, ce qui est normal, parce que pour performer au maximum, il faut être très focalisé sur soi-même. Donc, c'est presque une pratique égoïste. Faut penser à soi en fait tout le temps. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que j'appréciais particulièrement de faire ça. Donc, j'étais peut-être un petit peu plus ouvert, quoique j'étais peut-être aussi un petit peu renfermé sur ma pratique. J'ai l'impression d'avoir plus de valeur ajoutée à apporter à monsieur et madame tout le monde parce que j'ai ce rôle de partage qui m'intéresse beaucoup plus et qui est plus dans mes valeurs, je pense, et dans mon ADN. Tu crois donc à ces vertus du livre? On est à une heure du digital où tout se trouve sur Internet. L'objet livre, pour toi, tu y crois encore? Tu es un utilisateur, un fervent amateur de papier et d'écriture vraiment en dehors de l'ordinateur et des outils numériques? Oui, je pense que c'est complémentaire parce qu'on va pas forcément consommer de la même manière un livre que le digital. On est très souvent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, et justement le livre, ça permet aussi de s'extirper un peu de ça. Donc je pense que plus il y a de moyens qui sont mis à notre disposition pour partager ce savoir et partager cette expérience. Et puis il y a aussi l'avantage du livre, c'est qu'on a juste à l'ouvrir et qu'on peut aller piocher là où on veut. C'est peut-être aussi plus simple qu'un moteur de recherche. Donc si on a une question bien précise, Google ou même maintenant les outils du type ChatGPT permettent d'avoir beaucoup de réponses. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi un aspect, tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur la course à pied, ben, j'ouvre ce livre, je peux aller dans un chapitre en particulier. Et puis je pense que enfin, ouais, il y a aussi finalement, quand on fait un cadeau à un coureur, notamment pour les fêtes de fin d'année, par exemple, si on sait qu'on a un proche qui participe à un marathon, on va aussi offrir un livre comme celui-ci ou d'autres livres sur la course à pied. C'est aussi montrer son soutien à ses proches. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant avec le livre et d'avoir un objet physique. Là, clairement, comme tu l'as construit, et c'est en ça que je rejoins le côté ma Bible, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir à portée de main, limite en livre de chevet, hein, pour une fois qu'on a réalisé sa séance ou qu'on projette justement ces aventures pédestres, bah, de se plonger dans cette lecture avec des chapitres qu'on peut aller chercher, que ce soit le plan d'entraînement, tu parlais des blessures, le ravitaillement, ce que tu as vécu. Alors, en préambule, tu indiques justement l'aventure running avec un petit côté historique. Comment tu as choisi ces personnages qui sont présentés comme étant des monuments, des figures de la course à pied? Ce sont tes idoles, tes modèles, et puis je te laisse les citer pour que tu expliques justement ce choix de ces grands athlètes qui figurent dans le préambule et l'introduction du livre. J'ai essayé justement d'avoir ce regard historique parce que moi je le trouve super intéressant. J'aime aussi l'histoire comme toi, Seb. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'expliquer aussi beaucoup de choses, parce que même en 2023, on est encore imprégné par ces choix historiques, en tout cas cette histoire, notamment pour le running, hein, qui est mine de rien assez passionnante, parce que bon, le premier marathon a été créé en 1896 lors des Jeux Olympiques modernes à Athènes entre Marathon et Athènes pour commémorer l'exploit de Philippides. Donc, il y a d'ailleurs un petit chapitre sur ça, sur l'histoire du marathon. Il y a aussi un chapitre sur pourquoi est-ce que la distance est de 42 km 195 pour le marathon. Donc ça remonte aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 où la distance aurait dû être de 26 miles, c'est-à-dire à peu près 41 km 700 il me semble. Sauf qu'en fait il y a eu un petit changement de dernière minute où le stade, une des portes du stade était fermée, et donc il a fallu en dernière minute changer le parcours. Et donc, ce qui a fait qu'ils ont rajouté 195 yards, 395 yards, pardon. Et donc, ce qui fait une distance totale de 42 km 195. Et ça a été un moment qui était assez épique parce qu'il y a il y a un Italien qui arrive premier en tête du marathon quand il entre dans le stade. Sauf que pour lui, c'est 400 mètres en plus
ont été fatales il est tombé à plusieurs reprises. Il a été relevé par des juges, et ce qui fait qu'il a quand même franchi la ligne d'arrivée en tête. Mais par contre, le fait qu'il ait été aidé par ses juges pour remonter et finir le marathon, ce qui fait qu'il a été disqualifié après la course. Et donc, c'est pas lui le champion olympique, j'ai oublié le nom. Vous retrouvez ça dans le livre. Et du coup, lui, il a été disqualifié et il a quand même reçu un petit prix d'honneur de la reine d'Angleterre qui lui a offert une coupe en argent. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que 13 années plus tard, la distance du marathon a été choisie en hommage à ce marathon mythique des Jeux Olympiques de Londres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il concourt 42 km 195. Et après, pour revenir sur les 6 personnes, donc il y a Emil Zatopek qui a été le champion olympique sur 5000, 10 000 et sur marathon de mémoire en 1952 aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Parce que là, j'ai pas l'ouvrage sous les yeux, donc je peux pas tricher. Ensuite, il y a eu, donc j'ai aussi cité, comment ça s'appelle? Catherine Switzer, qui a couru le marathon de Boston sous l'identité d'un homme en 1966 ou 67 de mémoire. Et du coup, jusqu'à présent, le marathon, il était interdit aux femmes. C'est un sport qui était réservé aux hommes. Donc, elle a décidé de braver l'interdit. Il y avait notamment aussi une autre athlète qui s'appelle Bobby Giggs, qui avait fait ça l'année précédente, qui avait couru le marathon, mais de manière, je crois que c'était sans dossard. Et donc là, elle, c'est la première femme à avoir couru avec un dossard le marathon de Boston. Et donc, ça a ouvert ensuite la voie dans les années 80 à la participation massive des femmes dans les marathons. Parce qu'avant, c'était réservé aux hommes. Et mais il faut savoir, et c'est hyper choquant, il y avait notamment, il y a pas longtemps, il y avait le 9 mars, pour la journée des femmes, le 8 mars, pardon. Et donc, les marathons, les semi-marathons et les 10 km en France étaient interdits aux femmes jusqu'en 1980 quand même. Et aujourd'hui, donc il a fallu attendre 1980 pour que la Fédération française d'athlétisme autorise la participation des femmes dans des épreuves de masse. Et puis on peut dire que le running pour tous a commencé à se développer dans les années 80-90. Et aujourd'hui, c'est pleinement démocratisé, mais il y a encore 50 ans, c'était un sport hyper confidentiel et c'était même interdit aux femmes. Donc c'est intéressant d'avoir cette perspective historique. Et aujourd'hui, comment ça se traduit? Là, sur le marathon de Paris en 2023, la participation des femmes est encore super faible, puisqu'il y a que 26% des femmes. Enfin, dans les participants du marathon de Paris, il y a que 26% de femmes. Et donc aujourd'hui, c'est aussi peut-être un peu l'héritage de ces interdictions et puis l'évolution dans les mœurs qui est pas encore totalement acquise. Et donc il y a encore du travail, parce qu'aux États-Unis, sur le marathon de New York, il y a 42% des participants qui sont des participantes. Et donc en France, on a encore beaucoup de retard sur les États-Unis. Et puis on a aussi la tendance à freiner les personnes qui sont en surpoids. On va leur dire, le médecin va dire non, je vous donne pas de certificat médical. Alors qu'aux États-Unis, il y a aucun frein. Au contraire, tu vois ça comme un accomplissement personnel. Tu vois ça comme quelque chose de positif, ce qui va amener des changements positifs dans ta vie. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de freins en France et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc si le livre permet aussi de prendre conscience de ça et puis d'encourager les femmes à pratiquer encore plus ce sport et de se mettre sur des distances du 10 km au marathon, de se fixer ses propres défis, ne pas se mettre ses propres freins. Et puis là, ce sera un pari de gagner. Et puis j'essaie de porter aussi cette voix régulièrement sur les réseaux sociaux pour participer à la démocratisation du sport pour tous et de la course à pied pour tous. Bah, c'est vrai qu'on voit parfois des commentaires un petit peu cyniques sur des performances d'athlètes qui auraient accompli un marathon en 5-6 heures, des chronos sur semi-marathon qui soient pas dans les plus rapides, mais ces personnes-là, comme tu l'as dit, ont entrepris un défi personnel. On devrait plutôt les encourager plutôt que de les brimer. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie et d'éducation au sport à réaliser. Et en tant qu'enseignant, ça passe aussi par nos établissements scolaires parce que d'encourager les jeunes, peut-être que tu es passé par l'UNSS, par ces crosses, on va dire, scolaires qui, quand on est jeune, on n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément bien dans ces baskets parce que le corps évolue, le corps se transforme. On devrait accompagner nos jeunes à aimer justement le sport, à se dépasser, à avoir ce goût de l'effort. Ce que je dis à mes élèves, vous pouvez pas être bon partout. L'essentiel, c'est que vous progressiez et de ne pas forcément vous comparer avec les autres. Et c'est ce que tu véhicules à travers les rencontres, à travers ton expérience aussi.
Ouais, mais c'est vrai que en plus, ce qui est marrant, c'est que sur les salons, on peut rencontrer des personnes qu'on a côtoyées, par exemple, à l'université ou même des fois au collège. Là, Romain, je crois qu'il a rencontré quelqu'un du collège de Régnier, en Haute-Savoie où on a été. Et en fait, c'était peut-être des personnes qui étaient vraiment des exemples d'amis sur le marathon enfin, qu'on a vu aussi au Sommet de Paris. Et c'est des personnes qui pouvaient fumer, par exemple, qui pouvaient ne pas du tout faire de sport, et puis qui ont eu un déclic, je sais pas, à 25, 30 ans, mais on sait pas trop pourquoi. Peut-être aussi, peut-être parce qu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on peut aussi participer à cette inspiration et puis véhiculer ces valeurs-là de partage, de tolérance, enfin, et puis de envie de progresser. Donc, c'est ça aussi, ça c'est presque notre plus belle victoire quand on voit des personnes qui n'étaient pas du tout sportifs, qui s'y mettent. C'est ça qui nous anime et c'est là où nous on voit de la valeur. Ce qu'on veut, c'est que la société soit plus sportive. Et donc nous, c'est notre mission et c'est ça qui nous anime et c'est ce qu'on aime bien aussi au quotidien. Alors, dans le livre, on trouve également des plans d'entraînement. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence avec votre application RunMotion ou au contraire, est-ce que ça se complète? En fait, pour tous les livres sur la course à pied ou tous les magazines sur la course à pied, il y a toujours un volet plan d'entraînement. Donc, j'étais un petit peu obligé, ça fait un peu partie des prérequis. Puis en même temps, ça peut être aussi un peu vendeur qu'une partie du bouquin soit sur cette partie-là. Ça peut aussi permettre de mieux comprendre comment le plan d'entraînement est structuré. Donc, moi, ce que je mets en préambule dans le livre, c'est que c'est pas des plans que tu retrouves dans Run Coach, mais par contre, ça va être une philosophie qui peut être assez proche. Donc, ça peut être aussi l'occasion de voir qu'est-ce que tu peux retrouver dans l'application. Et puis, donc, ce sera des plans d'entraînement qui peuvent être aussi assez utiles si on a envie aussi peut-être à un moment donné, peut-être peut avoir envie de faire ses propres plans d'entraînement. Donc, j'essaie de donner quelques clés sur l'entraînement, comment avoir un entraînement varié, expliquer à quoi ça sert de faire l'endurance fondamentale, à quoi ça sert de faire des séances à allure spécifiques. Donc, j'essaye de vulgariser le plus possible tous ces termes-là dont on peut se poser la question, même quand on utilise une application comme Run Motion Coach. Donc, je sais qu'il y a aussi des utilisateurs qui ont acheté le livre pour essayer de mieux comprendre aussi pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Parce que bon, il y a des personnes qui veulent pas du tout se poser de questions, qui veulent suivre les choses à la lettre, bêtement et méchamment. Mais il y a des personnes aussi qui veulent essayer de comprendre comment ça marche. Et donc, plus tu avertis sur ta pratique, ça te fera peut-être pas forcément courir plus vite. Mais par contre, peut-être que tu pourras adapter aussi de temps en temps si jamais tu sens que tu as un moment de fatigue. Peut-être parce qu'il faut voir l'application Run Motion Coach aussi comme un guide. Ce livre aussi là peut être vu aussi comme un guide. Et donc, parfois aussi, ça peut être bien d'essayer d'adapter très légèrement, notamment si par exemple on revient de blessure ou si on a envie d'avoir des programmations un peu particulières. Celui-ci est naissant, ce premier ouvrage. Est-ce que tu as des idées déjà pour de futurs écrits, de futurs livres sur la course à pied? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu souhaitais réaliser, c'est fait, maintenant il faut le promouvoir, aller à la rencontre donc des auditeurs et des lecteurs? Ce sera intéressant d'avoir justement ce retour. Là, j'en ai déjà quelques-uns, mais bon, ça fait juste 10 jours, donc c'est un peu court. Oui, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura une édition augmentée. Enfin, faut voir. Je sais pas encore trop. Ce sera aussi une discussion avec les maisons d'édition. Et puis forcément, là, le livre il fait 350 pages. Et c'est possible d'en faire 200, 300 de plus. On peut toujours faire plus complet. Donc, faudra voir effectivement, est-ce que je fais un livre, un nouveau livre, ou est-ce que j'essaye déjà d'augmenter celui-ci? J'en sais pas plus. Mais en tout cas, ouais, c'est déjà effectivement un bon accomplissement d'avoir ressorti ce livre, d'autant plus que j'ai une vie professionnelle assez chargée. Donc je suis assez fier du résultat final, et puis j'espère en tout cas, j'ai hâte d'avoir les résultats les retours des utilisateurs. À l'image d'un plan d'entraînement et d'une course, est-ce que tu as plus apprécié l'écriture ou d'avoir l'objet finalisé entre tes mains? Je pense que l'écriture, c'était cool. Enfin, c'était une bonne expérience pour tout. D'ailleurs, là, j'ai pas eu trop le temps parce que le livre est sorti mardi dernier. Donc, j'allais voir à la Fnac à Chambéry s'il y a, mais normalement oui. Tu le remets en avant, hein. S'il est caché un petit peu, tu le remets sur les présentoirs des meilleures ventes. C'est ce qu'ont fait mes parents, je crois, à la culture à Annemasse. Ils sont rodés maintenant.
Donc ouais, je pense que je vais plus réaliser à ce moment-là en fait, parce que jusqu'à présent, j'ai reçu mes ouvrages, j'en ai reçu, on a fait une commande aussi, et je les ai dédicacés sur le salon, mais je crois que ce sera au milieu de tous ces autres livres que je vais pleinement prendre conscience de l'accomplissement que ça représentait. Au-delà de cet accomplissement, Guillaume, est-ce que du côté de Runmotion, il y aura des évolutions pour des gens qui sont déjà utilisateurs, qui ont peut-être envie de savoir quelles vont être les nouveautés dans les mois à venir, ou pour des personnes qui ne connaissent pas encore Runmotion, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver et qui seront les évolutions pour les prochains mois? Là, ça va faire 5 ans que l'application est sortie, et chaque année, on essaie de sortir une nouvelle version majeure. Par exemple, au tout début, il n'y avait pas l'export sur les montres. Donc ça, c'est sorti il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Il y a un an, on a essayé de rajouter, c'était au mois d'août dernier, donc on a essayé de rajouter plus de flexibilité. On a ajouté aussi les sports croisés. Ça, c'était deux choses qui étaient bien attendues par les utilisateurs. Et donc là, on est en train de réfléchir, mais on veut pas forcément s'engager sur des dates parce qu'après, sinon ça crée l'attente. Et sinon, on va nous demander une semaine après, tiens, ça en est où? Sachant que c'est moi qui fais une partie du développement aussi, donc je vois où on en est. Donc en fait, on est en train de travailler sur la gestion des blessures, essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les coureurs sur cette partie-là. Donc je sais pas beaucoup plus on est en train de travailler sur les besoins. Donc là, on fait des études, on fait des interviews pour savoir quels sont les besoins des coureurs dans cette phase-là. Donc là, l'idée, ce serait de sortir une nouvelle version à l'automne. Donc, une vague plage, donc peut-être en octobre-novembre. Il y aurait cette partie-là. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi qu'on a identifiée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un module de préparation physique qu'on a dans l'application. Mais je pense qu'on peut le rendre beaucoup plus abouti. Donc, on va travailler sur ces deux axes-là. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que je suis aussi au support client. Et donc là, on a beaucoup de retours. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus de retours de bugs. Donc, ça veut dire que l'application est robuste et qu'on peut aussi se focaliser sur le développement de nouvelles fonctionnalités comme ça. Est-ce que quand vous avez justement des problématiques qui vous remontent, vous vous en servez pour développer des fonctionnalités? C'est vraiment l'appui sur l'expérience coureur qui vous permet derrière de dire il y a un besoin de, comme vous l'aviez fait sur la méditation, sur la relaxation, sur les sports croisés et maintenant sur les blessures et la PPG. C'est vraiment le vivier finalement qui vous permet de remonter les besoins et de continuer à développer l'application. C'est un mix de deux choses. Donc, ouais, la première, ça va être notre vision du produit. Donc, ça va jusqu'à présent, notre vision du produit est en phase avec les utilisateurs. Et le deuxième point, oui, c'est effectivement les retours utilisateurs qui sont super intéressants. Donc là, justement, par exemple, sur la vision, ce que nous, on a pu apporter dès le début, donc moi, un plan d'entraînement personnalisé, c'était vraiment le prérequis, c'est la base de toute application de coaching. Dès le début, en vision, on a apporté ces discussions avec des chatbots. Donc ça, c'est essayer d'apporter cet aspect humain même dans l'application. Ça, c'était notre propre vision. La préparation mentale aussi, c'était aussi un de nos souhaits parce que ça, c'était pas du tout un besoin qui était remonté. Et par contre, nous, on avait pu l'utiliser dans notre pratique personnelle et ça nous a apporté beaucoup de choses. On s'est dit, bah tiens, faut le donner au plus grand nombre. Ça, c'est peut-être deux grosses parties qui viennent de nous. Et après, effectivement, l'export vers les montres, c'est aussi des souhaits utilisateurs. L'intégration aussi sur les différentes plateformes. On est partenaire d'une dizaine de plateformes, dont Strava, Garmin, Polar, Suunto, Coros, enfin les plus grosses. Ça, c'était demande utilisateur, même si ça, nous aussi, on avait aussi cette vision-là, parce que quand tu sors ton premier produit, tout ne peut pas être parfait. Il faut aussi se focaliser sur quelques points clés. Donc ça, on l'avait déjà aussi en tête, mais en tout cas, c'était conforté par les utilisateurs. C'était peut-être la demande numéro un qu'on avait il y a 3-4 ans, et du coup, on s'est dit, bah tiens, ce sera la priorité. Et là, aujourd'hui, je pense que le produit, il est quand même très, très propre, très, très abouti. On en est très fiers maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4 ans. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des utilisateurs qui nous suivent depuis 5 ans et qui utilisent de manière assidue. Donc, eux, ils ont pleinement vu la progression. Et aujourd'hui, on a peu de retours de bugs, on a peu de plaintes. D'ailleurs, c'est cool aussi sur les salons parce que le premier salon qu'on a fait au Marathon de Paris, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et là, il pouvait y avoir des retours de bugs. Là, aujourd'hui, c'est quasiment que des utilisateurs qui sont super enthousiastes, qui nous disent bravo pour ce que vous faites. Ça, c'est super gratifiant aussi et ça nous booste encore plus. Et donc là, aujourd'hui, ouais, sur les blessures, c'est aussi des problématiques qu'on a parce que chaque année, il y a quand même 30% des coureurs qui se blessent, peut-être un petit peu moins avec l'application, mais dans tous les cas, il y a quand même 20% des coureurs qui vont avoir une blessure quand même au cours de l'année. Donc ça fait partie des dernières optimisations.
c'est les retours qu'on a parce que forcément cette partie-là n'existe pas. Donc faut qu'on la crée. Alors, sur les évolutions, tu le disais, hein, cette volonté d'aller à New York pour courir un marathon et aller chercher donc peut-être de nouveaux utilisateurs outre-Atlantique, est-ce que ça s'annonce compliqué ou est-ce que tu es confiant sur le développement de l'application à l'international cette fois-ci? Ouais, depuis le début, l'application est disponible en anglais et en espagnol. Ce qui se passe, c'est que nous, notre communication maintenant, elle est quand même assez forte avec une présence sur les réseaux sociaux, avec une chaîne YouTube. Donc, on a quand même bien optimisé, enfin, on commence à bien optimiser en France et je pense qu'aujourd'hui, j'espère que tout auditeur a déjà entendu parler de Run Motion Coach avant au moins une fois. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas encore assez travaillé en France. Mais aujourd'hui, c'est tout ce travail-là de visibilité et de notoriété dans les pays anglo-saxons ou espagnols est très faible parce que nous, en termes d'énergie et puis en termes on a une personne aussi qui travaille avec nous au Royaume-Uni, mais c'est pas suffisant. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut gagner en expérience et puis grossir assez rapidement sur ces marchés-là. On fait déjà quelques tests, mais ce sera l'occasion aussi d'aller pour le marathon de New York, de pouvoir tester un peu plus en détail cette partie-là. De nombreuses heures de travail en perspective avec quand même de la course à pied. Tu le disais, ton actualité, ce sera donc la MCC. Donc après la route, tu bascules sur le trail sur ce printemps et cet été. Ouais, parce que j'adore la montagne, donc j'ai envie de passer du temps en montagne. Et ça va être là, il y a pas eu beaucoup de neige cet hiver. On voit les effets du réchauffement climatique. Et oui, d'ailleurs, en plus, quand tu parles du marathon de New York, ça me fait culpabiliser parce que je devrais prendre l'avion, même si au quotidien, je prends le plus possible le vélo. Et nous, on essaye d'avoir une démarche éco-responsable on conserve le moins de données possible. On essaye d'avoir les choix les plus neutres possibles en termes de carbone. Et donc ouais, c'est aussi l'occasion, vu que j'habite à Chambéry, c'est aussi l'occasion de faire des micro-aventures le temps d'un week-end, le temps d'une semaine aussi pendant l'été. Donc c'est ça qui est bien, c'est que depuis 3-4 ans, je passe mes étés à la montagne dans les Alpes, et il y a de quoi faire. Donc c'est aussi pour ça que j'aime faire du trail, c'est parce que ça permet de passer du temps en montagne, de découvrir des choses, découvrir à chaque fois des nouveaux coins, parce il y a aussi de quoi faire dans les Alpes. Et donc c'est ça aussi pour ça que j'adore faire du trail l'été. Et puis il y a eu cet hiver où il n'y a pas eu beaucoup de neige, donc j'étais un peu frustré, pas pu faire beaucoup de ski de fond et pas beaucoup de ski de rando. Donc on va essayer de se rattraper à la montagne cet été. Est-ce que tu arrives à déconnecter de l'entreprise, de l'entrepreneur que tu es dans ces moments où tu es à l'entraînement, dans ces moments où tu explores un petit peu la montagne à travers ces micro-aventures, ou est-ce que finalement ça te ramène toujours à Run Motion, à des évolutions en disant tiens, j'ai vu ça, je vais pouvoir le mettre en place derrière? Est-ce que tu as des sas quand même de décompression dans cette aventure trépidante que vous menez depuis 5 ans avec ton frère jumeau Romain, ou est-ce que il y a toujours quelque chose qui vous ramène vers le travail et l'activité professionnelle? De plus en plus, vu que l'application, enfin, on a une équipe aujourd'hui maintenant de 8 personnes. Donc, ce qui fait que chacun a un rôle enfin, bien défini dans l'entreprise. Donc, forcément, au début, quand tu fais quasiment tout, ben, oui, ça t'occupe, enfin, ça te tout le temps l'esprit à ça parce que tu dois penser à 10 000 choses. Mais après, dès que tu as des rôles et responsabilités qui sont bien définis, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc, non, ça va. Aujourd'hui, je peux passer un week-end sans trop penser à avoir Motion Coach. C'est juste qu'il peut, si jamais il y avait un souci sur le serveur ou des trucs comme ça, oui, ça pourrait te rappeler le temps d'un week-end qu'il faut passer 1 heure pour corriger un truc. Mais ça va, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus, enfin, on a trouvé un équilibre qui est beaucoup plus serein et qui permet de aussi tenir sur la longueur parce que bon, là, ça fait quand même 5 ans qu'on a lancé le service et puis, on peut pas faire ça. Tu peux passer 60 heures par semaine. Autant les 2 premières années, c'était hyper chronophage. On a passé beaucoup de temps, peut-être un peu trop. Mais du coup, ouais, là, on arrive je pense qu'on a trouvé notre équilibre au bout de 5 ans d'entrepreneuriat et puis de voir aussi que ça commence à bien décoller. Donc, c'est ça aussi qui fait plaisir. Merci Guillaume pour ce focus à la fois sur ton marathon, c'était dans le début d'épisode, et puis sur cet ouvrage, donc ma Bible du running, du trail et du marathon, sorti très récemment aux éditions Le Duc. Et puis si les auditeurs veulent poursuivre l'aventure, on les invite à télécharger et à utiliser l'application RunMotion, c'est cela? Ouais, exactement. Et puis, ceux qui veulent une dédicace, je pourrais aussi t'envoyer le lien, Seb, pour les personnes qui passent directement par le site de Run Motion Coach pour avoir une dédicace.
me dire quels sont les prochains défis que vous préparez. À chaque fois, je trouve ça super passionnant de se dire, de voir ce que chacun a envie de faire. Et j'aime bien aussi voir ce que vous avez envie de préparer. Et ça fait toujours plaisir. Eh bien, merci à toi. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.